Bonjour, nous allons aborder à travers ces diapositives les infections nosocomiales qui représentent une des principales origines des événements indésirables graves avec les produits de santé et les procédures invasives que vous venez de voir. Les infections associées aux soins, que l'on appelle les IAS, qui sont contractées en établissement sanitaire, sont dites des infections nosocomiales, contrairement aux IAS communautaires qui, elles, sont contractées lors de la réalisation de soins en ville. Elles représentent la troisième cause d'événements indésirables graves, après le risque médicamenteux et le risque lié aux actes invasifs. La prévalence de ces infections en France est d'environ 5%, avec des variations selon les régions, comme vous pouvez le voir sur la carte à la droite de la diapositive, avec des prévalences élevées dans les zones foncées et des prévalences plus faibles dans les zones claires. Mais ce taux de prévalence va également varier en fonction du type d'établissement, s'il s'agit d'un centre hospitalier universitaire qui prodigue les soins aux patients les plus fragiles ou des centres anticancéreux. Ça va également varier en fonction des puisque les taux de prévalence ne sont pas les mêmes dans des services de réanimation où la prévalence avoisine les 20-25% par rapport à des services de gynéco-obstétrique ou de psychiatrie où la prévalence est inférieure à 1% en général. Et le taux de prévalence va également varier en fonction du profil des patients, notamment dans les services accueillant des patients immunodéprimés où on observera des prévalences plus élevées. Les infections nosocomiales les plus fréquentes sont les infections urinaires, comme vous pouvez le voir sur ce graphe produit par Santé publique France, avec environ 30% de l'ensemble des infections nosocomiales, suivies des pneumopathies, souvent des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en réanimation, et puis les infections du site opératoire. Les micro-organismes les plus fréquemment observés et responsables de ces infections sont des bactéries comme les entérobactéries, notamment Escherichia coli, qui est une bactérie commensale du tube digestif, Staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, qui est une bactérie commensale de la muqueuse nasale et de la peau, et enfin Pseudomonas aeruginosa en troisième position, qui n'est pas une bactérie commensale, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas dans les cavités naturelles de l'homme, mais qui est plutôt une bactérie saprophyte qui devient opportuniste et pathogène chez les patients fragiles. Alors vous avez sur cette diapositive les principaux modes de transmission et notamment la transmission directe interhumaine des agents infectieux avec trois possibilités. Vous avez à gauche de la diapositive la transmission par contact et le contact manuporté est un vecteur important. Vous avez ensuite deux graphes qui représentent la transmission respiratoire. Alors, tout d'abord au milieu la transmission respiratoire de type gouttelette avec des contacts respiratoires assez proches entre deux personnes et puis enfin la transmission aérienne qui peut se produire à distance alors que des patients ou des personnes sont plus éloignés. En parallèle de cette transmission directe interhumaine, il existe aussi des transmissions indirectes, soit par l'environnement, comme par exemple le risque lié à l'eau, notamment la légionnelle, ou le risque lié à l'air comme le risque aspergillaire, le risque lié à un champignon, mais également les surfaces et les matériels, puisque les agents infectieux comme l'agent de la grippe par exemple, ou d'autres agents d'autres virus respiratoires, ou d'autres bactéries, peuvent survivre quelques heures ou quelques jours sur des surfaces inertes. Alors la prévention de ces infections associées aux soins repose sur un socle que l'on appelle les précautions standards, qui sont des mesures à appliquer de manière systématique lors des soins prodigués à tout patient, quel que soit le statut de ces patients que vous prenez en charge et que vous ne connaissez pas, puisqu'il n'existe pas de dépistage systématique à l'entrée des patients pour connaître leur statut infectieux vis-à-vis par exemple du virus de l'hépatite C, de l'hépatite B ou du VIH. Je rappelle à cette occasion que les professionnels de santé doivent être vaccinés vis-à-vis de l'hépatite B. Un guide tout récent publié par la Société française d'hygiène hospitalière synthétise et rappelle l'ensemble des mesures qui appartiennent aux précautions standards. Et vous pouvez consulter ce guide par le lien qui est indiqué ici en bas de la diapositive.
Alors, ces précautions standards protègent du risque de transmission croisée de micro-organismes transmissibles, essentiellement par les liquides biologiques. Ces précautions standards visent à protéger de ce risque infectieux les patients, mais également les professionnels de santé. Alors, quelles sont les mesures qui appartiennent à ces précautions standards? Vous les voyez ici sur cette diapositive. Tout d'abord, l'hygiène des mains, les équipements de protection individuels, comme le port de gants ou le port de masque, que nous reverrons, l'élimination des objets piquants tranchants, ce qu'on appelle les OPTC, dans des conteneurs spécifiques, la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables, le bio-nettoyage de l'environnement, la gestion des excrétas, comme par exemple les matières fécales ou les urines, et enfin l'élimination des déchets et du linge. Donc toutes ces mesures constituent les précautions standards à appliquer systématiquement lors des soins prodigués à tout patient. Alors si on prend certaines de ces mesures appartenant aux précautions standards, la mesure phare est bien évidemment l'hygiène des mains, puisque la transmission est essentiellement manuportée. Et vous voyez sur ces boîtes de pétri, ici, la flore résidente qui constitue l'être humain, avec environ 10 puissance 2 à 10 puissance 3 bactéries par centimètre carré de peau. Et lorsque vous frictionnez vos mains à l'aide d'un produit hydroalcoolique, vous voyez que toute la flore résidente propre à chaque individu disparaît, ainsi que la flore transitoire qui n'est pas propre à l'individu, que vous récupérez lors de vos activités de soins. Alors l'OMS a identifié 5 moments qui correspondent à des opportunités finalement d'hygiène des mains, qui sont ici indiqués sur ce dessin à la gauche de la diapositive. Et vous avez un moment avant le contact avec le patient, quand vous rentrez dans la chambre, un deuxième moment avant un geste aseptique, lorsque vous touchez par exemple le patient, vous touchez une rampe de perfusion, une sonde urinaire, après l'exposition à un liquide biologique par exemple, une quatrième opportunité après le contact avec le patient, quand vous avez terminé votre soin, que vous mobilisez un fauteuil, le lit, la table de nuit, ou que vous mettez votre patient dans son lit. Et puis enfin, le dernier moment, le 5e moment, lorsque vous quittez l'environnement du patient et que vous vous dirigez soit vers un autre patient dans la même chambre, soit lorsque vous sortez de la chambre du patient. Alors, le port de gants appartient également aux précautions standards et il faut faire très attention à l'excès de port de gants, puisque cet excès peut conduire les soignants à toucher de nombreuses surfaces et à participer à la transmission croisée manuportée. Donc les gants sont à porter uniquement lors de contact avec les liquides biologiques ou les muqueuses, et on entend par liquide biologique le sang, les selles, les vomissures, etc. Ou lorsque le soignant présente lui-même des lésions cutanées. Il faut éviter de toucher l'environnement avec des mains gantées, notamment les poignées de la porte, soit du cabinet de toilette, soit quand vous sortez de la chambre du patient. Il ne faut pas porter de gants dans les parties communes d'un service en dehors des chambres des patients. Il faut utiliser une seule paire de gants pour un seul soin, et quand vous avez terminé le soin au contact de liquide biologique, il faut éliminer de manière immédiate vos gants dans une poubelle à proximité des soins. Enfin, une autre mesure appartenant aux précautions standards, c'est le port de masque. Alors pourquoi et quand porter un masque chirurgical? Et vous avez ici, sur la droite de la diapositive, des photos de masques qu'on appelle des masques chirurgicaux, qu'on appelle aussi des masques médicaux ou des masques de soins. Alors plutôt avec des lanières dans les zones de bloc opératoire et plutôt avec des élastiques, comme vous voyez ici, dans les zones plutôt médicales. Le port de masque sert à protéger les professionnels de santé des particules ou des gouttelettes, en général de grosse taille, supérieures à 10 microns, qui sont émises par les patients, par la toux ou un effort d'éternuement. Ces gouttelettes ne restent pas en suspension dans l'air et elles sédimentent rapidement. Sur une courte distance, environ 1,50 m. Donc lorsqu'un patient présente par exemple un tableau grippal, ce n'est pas la peine de porter le masque en dehors de la chambre ni à l'entrée de la chambre, mais simplement dans une distance d'environ 1,50 m quand vous approchez le patient. Ce type de masque sert également à protéger le patient lui-même si vous-même, soignant, vous présentez des signes de pseudo-grippaux, de rhinite, ou si vous avez un tableau enrhumé.
Vous pouvez ici consulter en bas de la diapositive un film qui vous présente les différents types de masques à l'hôpital. Alors, par ailleurs, en dehors de ces précautions standards, certains patients peuvent être porteurs ou infectés par des agents infectieux transmissibles, et vous connaissez en fait, ou vous suspectez ce statut infectieux lors de la prise en charge des patients. Alors, ces agents infectieux transmissibles pour lesquels il faut prescrire des précautions complémentaires, des précautions qui sont complémentaires des précautions standards, et vous avez ici sur la droite de la diapositive une liste d'exemples d'agents infectieux pour lesquels il est recommandé d'appliquer des précautions complémentaires, telles que les bactéries multirésistantes ou hautement résistantes aux antibiotiques, d'autres agents infectieux comme la rougeole, la grippe, la tuberculose respiratoire, la gale, le Clostridium difficile, la coqueluche, ou encore les maladies transmissibles émergentes du style Ebola ou Zika. Alors, quelles sont les mesures comprises dans ces précautions complémentaires? Tout d'abord, d'essayer d'hospitaliser le patient dans une chambre à un seul lit, dans la mesure du possible et des disponibilités dans l'unité dans laquelle vous travaillez. À défaut de chambre seule disponible, il faut essayer de sectoriser les soins dans une chambre à 2 lits. Il faut signaler et communiquer ce statut infectieux dans l'ensemble des courriers, dossiers médicaux, mais également sur la porte de la chambre du patient. Ils avaient ici un extrait d'une plaquette d'information. Merci de prendre contact avant l'infirmière d'entrer dans la chambre du patient. Et puis enfin, une troisième mesure qui est de mettre à disposition des dispositifs médicaux réutilisables qui sont dédiés. Par exemple, le stéthoscope, le brassard à tension, il faut les laisser dans la chambre. Et si vous n'avez pas un parc suffisant de stéthoscopes, par exemple, il faut systématiquement les désinfecter entre 2 patients, soit à l'aide d'une compresse et d'alcool modifié, soit alors de compresses préimprégnées de produits détergents désinfectants, comme vous voyez ici un exemple sur la diapositive. Alors, ces précautions complémentaires comprennent également le port de masque, et en particulier lorsqu'il s'agit d'une transmission de type respiratoire par aérosol, notamment en cas de tuberculose ou de rougeole, puisque ces particules infectieuses sont de très petite taille, elles sont transmises par des gouttelettes de flux, c'est-à-dire qu'au lieu de tomber par gravité sur des postillons, ces agents infectieux vont en fait se transmettre par les particules qu'ils volent dans l'air. Et donc c'est l'ensemble de la chambre du patient atteint de tuberculose ou de rougeole, ou éventuellement de varicelle profuse, qui va être contaminé. Et donc ce ne sont pas des masques chirurgicaux comme on l'a vu tout à l'heure qu'il faut porter, mais des masques de protection faciale, comme vous le voyez ici sur cette photo, de type FFP2, qui sont des masques de haute filtration, qui vous permettent bien évidemment de respirer, mais qui finalement vous protègent par la respiration de ce type d'agents infectieux. Donc ce sont des masques qu'il faut bien positionner sur le visage et qu'il faut mettre avant d'entrer dans la chambre et qu'il faut retirer en sortant de la chambre. Les infections nosocomiales sont soumises à une déclaration dématérialisée, et donc nous avons à disposition en France une interface sur le web, qui est un site qui s'appelle ICIN, sur lequel tout soignant, tout praticien, dans le cadre de son activité de professionnel de santé, qui suspecte ou qui finalement identifie une infection nosocomiale, peut en alerter le praticien en hygiène hospitalière, également le responsable de la déclaration au sein de l'établissement, qui en fonction de la gravité et de la fréquence de cet événement indésirable grave, de cette infection associée aux soins, en avertira d'une part par ce portail l'agence régionale de santé, mais également le responsable de la structure d'appui régionale que l'on appelle désormais les CEPIAS, en remplacement des antennes régionales de lutte contre l'infection nosocomiale. Ensuite, ces signalements, ces déclarations seront analysés au niveau national par Santé publique France.
Alors toutes ces stratégies de prévention des infections associées aux soins sont intégrées dans un plan national que l'on appelle le PROPIAS, que vous pouvez télécharger sur le web. Et ce programme, sur 5 ans, comprend 3 axes, déclinés chacun sur les établissements sanitaires, dans les établissements médico-sociaux et dans les soins de ville, avec un axe 1 sur le parcours de santé, un axe 2 sur la prévention et la maîtrise de l'antibiorésistance, et un axe 3 sur le risque infectieux associé aux actes invasifs. La gestion du risque infectieux s'organise autour de 2 types de démarches. Tout d'abord, des démarches que l'on appelle a priori, qui sont basées sur des actions de surveillance des infections, de surveillance de la résistance aux antibiotiques, l'utilisation de checklists, notamment les 2 checklists diffusées par la Haute Autorité de Santé en 2010 et 2011 relatives à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux, ou encore la checklist du bloc opératoire. Également, on s'appuie sur des bundles. Bundle, c'est un mot anglo-saxon qui signifie un paquet de mesures, et donc les établissements et les équipes d'hygiène peuvent tout à fait rédiger des bundles sur la prévention de différents types d'infections, comme les infections urinaires par exemple. Ces méthodes a priori s'appuient également sur le respect de bonnes pratiques des protocoles par leur connaissance et par leur application, par la mise en œuvre de réunions de concertation pluridisciplinaires pour évoquer des infections associées aux soins, des actions de formation, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue, et puis enfin de l'entraînement par de la simulation sur des scénarios d'hygiène hospitalière. La gestion du risque infectieux s'organise également sur des démarches a posteriori, par l'utilisation rationnelle des connaissances acquises par l'analyse de retour d'expérience, notamment des scénarios de simulation, la mise en œuvre de chambres des erreurs, l'organisation de revues de morbidité-mortalité ou des retours d'expérience, et puis enfin la déclaration des infections associées aux soins, leur investigation et à cette occasion l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors au final, les infections associées aux soins représentent un problème de santé publique, et même si leur prévalence a significativement baissé au cours des 20 dernières années, elles restent associées à une morbidité-mortalité non négligeable. Ces infections relèvent d'une surveillance et d'une déclaration dans un cadre réglementaire national, avec des indicateurs à diffusion publique. Ces infections sont plus souvent causées par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, notamment dans les services à forte consommation d'antibiotiques. Enfin, la surveillance de ces infections est utile aux stratégies de prévention, et on inclut dans ces stratégies la prévention vaccinale. Et je rappelle à cette occasion l'importance pour les professionnels de santé d'être vaccinés contre l'hépatite B, de se vacciner contre la grippe saisonnière par exemple. Cette surveillance est utile aussi à la détection des phénomènes épidémiques en milieu de soins. Cette surveillance est intégrée aux soins, elle est organisée par des professionnels de santé, et elle participe à la qualité et à la sécurité des soins prodigués aux patients, et elle concerne l'ensemble des filières de soins, que ce soit en établissement sanitaire, en ville ou en établissement médico-social.